Pour faire suite à mon commentaire de la semaine dernière, les gens souvent s'attardent à ce qui se passe dans l'actualité. Puis cette semaine, on parle des tensions au Moyen-Orient, du conflit en Israël, pour justement se demander comment on devrait positionner nos portefeuilles. Et là, je rappelle certains points, puis je vais donner vraiment un exemple tangible pour vous expliquer comment nous, on voit l'investissement, puis comment ça facilite notre vie, notre paix d'esprit en tant qu'investisseur. Parce qu'être un investisseur dans n'importe quelle catégorie d'actifs, ça a quand même un dénominateur commun. Puis je refais un exemple que j'ai déjà fait dans le passé, puis je vais y aller assez brièvement, mais c'est par exemple, si demain matin, vous voulez acheter une entreprise privée, disons, il y a un restaurant dans votre quartier, puis vous désirez l'acquérir, les premières questions qui vont venir à votre esprit, ce ne sera pas nécessairement de vous dire ben, comment ça va se résorber ce conflit-là en Israël puis dans le territoire de Gaza? Est-ce que ça va escalader? Ça va être quoi la prochaine décision de la Banque du Canada au niveau des taux d'intérêt? Ça va être quoi les chiffres d'emploi le mois prochain? Non, vous allez vraiment étudier le restaurant. Est-ce que le stationnement y est plein? Est-ce que l'expérience des employés qui vont rester après que je devienne propriétaire est bonne auprès du consommateur? Est-ce que la nourriture est bonne? Est-ce que la réputation est bonne? Ça fait combien d'années que le restaurant est ouvert? Est-ce qu'il y a une croissance des ventes des dernières années? Puis ça va me permettre de me projeter dans l'avenir. Est-ce que je peux investir dans cette entreprise-là pour aller chercher de l'expansion ou ouvrir d'autres restaurants en périphérie de celui-ci? Est-ce que les employés restent longtemps? C'est quoi la culture? Est-ce que je peux trouver des manières de trouver un levier opérationnel en coupant certaines dépenses? Vous allez mettre 90% de votre énergie à étudier l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Puis au bout de la ligne, si on essaie de simplifier ça, là, on fait une vidéo, puis je vais essayer de canner ça en quelques minutes. Moi, je dirais grosso modo, ce qui va amener à faire de l'argent en bourse, ça va être 3 facteurs. Il n'y en a pas 25, il y en a 3 principalement. C'est que le chiffre d'affaires va croître, la compagnie va faire plus de profits, puis la compagnie va vivre une expansion du multiple. Donc, dans le fond, le prix qu'on paye pour acheter l'entreprise, on va payer plus cher parce que le modèle d'affaires est plus intéressant, l'attrait des investisseurs sur cette thématique-là est plus élevé, les taux d'intérêt baissent, il y a différents facteurs. Évidemment, on ne contrôle pas toutes ces données, puis on y va avec des estimations, puis ces estimations-là, justement, on les prend avec un grain de sel, mais à mon avis, elles sont peut-être plus probables qu'essayer de prédire l'avenir de ce qui va se passer en termes de géopolitique ou mouvement boursier à grande échelle. Donc, je donne un exemple pour simplifier, puis après, on va vraiment regarder un vrai cas en temps réel. Donc, disons qu'il y a une entreprise qui est inscrite en bourse, puis l'entreprise a un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. Puis, on voit que l'entreprise, depuis 10 ans, a une croissance des ventes, disons, de 10%. Puis, on écoute l'équipe de direction, fait qu'on se dit, on est conservateur, on se dit, moi, je pense que l'entreprise est capable d'avoir une croissance de 5% par année à moyen terme, disons, sur 5 ans. Puis, l'entreprise fait des marges intéressantes là, de profit sur ses opérations d'environ 12%. Puis, l'entreprise, ça transige à 6 fois ce multiple-là de marge opérationnelle. Ce qui fait que l'entreprise va à peu près en bourse, là, sa capitalisation boursière, elle est d'environ 700 millions. Et là, quand on creuse, puis on analyse l'entreprise, on voit que l'entreprise, elle a investi dans le passé, jusqu'à tout récemment. Puis là, ça commence à porter fruit. Ce qui fait que les dépenses vont être moins. La croissance des dépenses va ralentir, puis la croissance des ventes va prendre la relève, ce qui fait que les marges d'opération pourraient peut-être passer d'un 12%, on va l'amener à 15%. OK? Rien de trop optimiste. Puis l'entreprise, on va dire qu'actuellement, parce qu'elle a investi, puis elle a eu une contraction de ses profits, le marché ne s'est pas intéressé à elle pendant un certain temps, tandis qu'elle se négocie toujours en 8 et 10 fois ses marges opérationnelles. Là, actuellement, elle est à 6 fois, mais on pense qu'elle va revenir dans le bas de la fourchette de sa moyenne historique de 8 fois. Donc, vous voyez, on n'augmente pas la croissance des ventes. On fait juste augmenter un peu le levier opérationnel, puis le multiple pour le ramener dans sa moyenne historique dans des contextes où les taux d'intérêt étaient à ce niveau-là, comme on a actuellement. Ce qui fait que si je me projette dans 5 ans, la compagnie aura peut-être 270 millions de plus de chiffre d'affaires, donc 1,27 milliard de chiffre d'affaires. Mais là, ses profits vont être de 191 millions aussi. Donc, demain matin, si je dis je peux acheter une business de 720 à 720 millions, je fais le chèque. Puis dans 5 ans, je fais à peu près quasiment 200 millions de profits opérationnels. C'est à peu près 25%, là, j'arrondis en termes de rendement. Ça commence à être intéressant. Mais là, on veut regarder, ça va être quoi la valeur, l'entreprise rendue là. Puis si j'ajuste le multiple, comme j'ai dit, à 8 fois ces marges opérationnelles, bien, quand je multiplie ça ensemble, bien, ça me donne une capitalisation qui va être de 1,5 milliard. Donc,
Je double durant cette période-là, ce qui fait que je vais aller chercher un rendement d'autour de 16-17 par année. Donc là, on peut comprendre que des fois, c'est des compagnies qui ne sont pas nécessairement, qui ne vont pas faire des grands changements, juste quelques améliorations à l'interne avec une croissance des ventes normale. On peut quand même avoir, légèrement au-dessus d'un PIB d'un pays, on peut avoir des belles surprises. Puis ça, on ne s'en rend pas compte sur notre relevé mois après mois, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de bien des compagnies dans lesquelles on a investi. Évidemment aussi, c'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de bon sens. Il faut étudier l'entreprise. Si je veux qu'il y ait une croissance des ventes, il faut que l'entreprise gagne en popularité parce qu'il y a différents facteurs. Puis comme je dis, je simplifie ici en présentation, mais entre autres, parce que son secteur d'activité a la cote pour les prochaines années. Peut-être parce que l'entreprise qu'on observe a peut-être des moins bonnes marges puis moins bonne croissance dans le passé, puisque c'est dans une période de contraction économique dans son secteur d'activité. Mais si on s'attend à une expansion éventuellement, puisque les cycles économiques, c'est comme ça, ben on peut revenir dans des données antérieures qui vont nous donner peut-être une idée où elle va être dans l'avenir quand l'économie sera plus propice, plus positive dans son secteur d'activité. Évidemment, une entreprise qui fait des très belles marges, qui fait bien de l'argent, c'est sûr que les compétitions vont vouloir s'attaquer à ça puis la copier. Donc là, il faut s'assurer que, comme dans l'image, le château fort il est protégé par un moat, qu'on dit en anglais, des parois de protection pour s'assurer que l'entreprise peut conserver son avantage concurrentiel et va être difficilement imitable. Le cœur de l'entreprise, c'est ses gens. Donc, c'est quoi le talent? C'est quoi le talent de l'équipe de direction? C'est quoi la culture? Est-ce que la rétention des employés, on peut la retrouver en analysant l'entreprise? Finalement, tu peux avoir la plus belle entreprise, mais si elle a pris trop de dettes, puis finalement, il arrive une malchance, comme on vit actuellement dans un ralentissement économique combiné avec des hausses de taux d'intérêt, ça peut affecter la meilleure des entreprises qui soit. Donc, il faut vraiment être prudent. Puis ça va être une étude constante parce que notre thèse, ça fait, exemple, en 2023, mais la situation peut changer en 2024 sur plein de facteurs, beaucoup plus nombreux que j'ai ici. Donc, il ne faut jamais prendre pour acquis notre recherche, elle est pérenne. Pour rendre tout ça tangible, je me suis dit, je vais donner un exemple. Okay? Donc, si je vais parler d'une compagnie canadienne, Chemtrade Logistics Income Fund, certains de nos clients le détiennent. Mais là, faites attention, ce n'est pas une recommandation d'achat. Pourquoi? Ce n'est pas tous les investisseurs qui ont le tempérament ou devraient, selon leurs besoins financiers, investir dans des entreprises individuelles. C'est une société de moyenne capitalisation, donc beaucoup plus volatile que d'autres types de sociétés. Donc, ce n'est pas une recommandation d'achat. Par contre, je pense que ça va aider les gens à mieux comprendre notre philosophie d'investissement. Fait que j'ai pris un exemple vraiment pour montrer comment on peut analyser une compagnie. Puis après, vous allez voir comment c'est différent par rapport à se fier simplement à l'actualité pour faire sa thèse d'investissement. Donc, Chemtrade, c'est quoi? C'est une compagnie qui a un passé particulier, qui est quand même complexe, parce que c'est une compagnie qui a vraiment qui fabrique des produits chimiques. Quels produits chimiques, je vais en parler un peu plus tard. Mais dans le passé, elle a été dans des secteurs, entre autres, les pâtes et papiers, qui est aujourd'hui beaucoup moins évident. C'est une entreprise qui a fait beaucoup d'acquisitions. Dans le passé, ça a été quand même un défi de créer une synergie à travers ces fusions-là, tant au niveau de la culture d'entreprise que les types de produits. Puis à un certain point, il y a des investisseurs qui se sont tannés parce que la performance de l'entreprise n'était pas à la hauteur des attentes d'investisseurs, principalement des investisseurs institutionnels qui ont, dans un bon nombre, quitté. Fait que la base des actionnaires a vraiment évolué à travers le temps. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe de direction pour une image beaucoup plus claire. Puis on a des facteurs qui nous amènent à être quand même optimistes sur la croissance des ventes. Donc, puis ça, on retrouve souvent ça des entreprises, c'est que des fois, les compagnies qui ont cru par acquisition sont dirigées par un PDG qui a cette culture-là de fusion et acquisition, mais à un certain point, il atteint un plafond de verre. Il faut que tu aies un autre entrepreneur, un autre PDG qui prend la relève puis qui amène l'entreprise avec des meilleurs processus, des meilleures opérations. Donc, Chemtrade aujourd'hui, c'est quoi? C'est une compagnie qui s'est simplifiée. Puis aujourd'hui, elle a des produits qu'elle a en héritage qui vivent des défis comme des produits chimiques pour les pâtes et papiers. Par contre, certains produits vivent une certaine renaissance parce que de plus en plus, on va pouvoir exporter de gaz naturel puis du pétrole éventuellement. Donc, la production devrait augmenter au Canada puis leurs produits chimiques peuvent bénéficier. Mais je vous dirais, les 3 produits forts de Chemtrade Logistics aujourd'hui, ça se résume à ça. Le premier, c'était un produit pour le traitement des eaux. Donc,
protection contre les cycles économiques. Peu importe les situations, les municipalités doivent avoir un traitement des eaux qui est de très bonne qualité. Donc, ça, c'est bien. Le deuxième produit, c'est un chlorure de sodium qu'on utilise pour l'électrification de l'énergie. Donc, en Europe en particulier, on a vraiment un bouleversement puis de la demande pour ce genre de produit-là parce qu'on veut décarboner, combiné à être moins dépendant de la Russie en termes de sources d'énergie, ce qui fait qu'il y a des investissements massifs dans le secteur énergétique en Europe, puis on décarbonise ici en Amérique du Nord de plus en plus, ce qui fait qu'il y a de la demande pour ce produit-là. Puis là, l'inventaire restreint, puis là, Chemtrade peut augmenter ses prix, puis trouve des acheteurs. Puis ça, c'est une tendance qui va rester pour le long terme, parce qu'il y a beaucoup de projets de développement qui ont été signés, mais n'ont pas encore été entamés. Donc, on peut voir justement un pipeline de vente à venir qui est quand même intéressant pour l'entreprise de Chemtrade. Le troisième produit que je vais parler, c'est la chlorure c'est un acide sulfurique pour nettoyer des semi-conducteurs. Mémoire, Chemtrade a 70% des parts de marché en Amérique du Nord. Puis là, vous le savez, on a 8 fonderies qui sont en construction, dont une d'Intel puis de Taiwan Semiconductor qui sont massifs. C'est certain que les fonderies en Amérique du Nord sont moins sophistiquées que celles en Asie, mais là, il y a un savoir-faire qui s'en vient. Puis entre autres, Chemtrade a bâti une usine aux États-Unis, est en train de bâtir une usine pour rehausser la qualité de ses produits. Puis elle s'est mise partenaire avec le fournisseur de Taiwan Semiconductor. Donc, dans un proche avenir, on va avoir une demande en croissance dans le phénomène de réindustrialisation des pays développés, particulièrement au niveau des produits stratégiques comme les semi-conducteurs, avec une connaissance et une profondeur de produits intéressante. Donc là, on peut voir en termes de croissance de quoi qui est quand même intéressant auprès de Chemtrade. Et là, si je vous verrais les états financiers, là, puis on les regardera ensemble, puis là encore, je simplifie, vous verriez, si on regarde l'année dernière, le 2022, la compagnie a un chiffre d'affaires de 1,8 milliard. La compagnie a des marges au niveau de son, pas opérationnel, mais au niveau de son bénéfice avant impôt et amortissement, ou l'EBITDA en anglais de 24%. Elle se transige à 5 fois ce multiple-là, ce qui fait que si je regarde pas la capitalisation, mais la valorisation de l'entreprise, incluant sa dette, la compagnie valait à la fin de l'année financière à peu près 2,2 milliards, OK, en bourse. Et là, on va mettre des hypothèses. Des hypothèses. On ne connaît pas l'avenir, mais au lieu de faire des hypothèses sur des grandes tendances macroéconomiques comme certains font, on se ramène ça plus micro pour regarder Chemtrade. Puis là, disons que l'entreprise, elle ne donne pas de projection en passant pour 2024, fait qu'encore moins sur 5 ans. Nous, on parle avec des analystes, puis on a parlé avec certains membres de l'équipe de direction de Chemtrade, puis c'est arbitraire, mais on a mis une croissance des ventes de 4%. Donc, si, disons, à moyen terme, sur 5 ans, l'entreprise a une croissance annuelle de 4% des ventes, bien, éventuellement, dans environ 5 ans, elle devrait avoir 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, passer de 1,8 à 2,2. Les marges ont été excellentes. Tout récemment, cette semaine, on a annoncé que les marges vont être autour de 25%. Le marché a accueilli favorablement ces nouvelles-là. Moi, personnellement, c'est que je vois quand même qu'il y a de l'investissement, il y a des opportunités qui ont été faites avec le COVID. Je mets les marges à 20%, donc je ne les ai pas augmentées. Par contre, le fameux multiple. En ce moment, l'entreprise transige à un multiple de 5 fois son BAIA. La seule fois que ça a été aussi bas, c'est durant la crise financière en 2009, où le secteur industriel était vraiment affecté par ce qui se passait. Si je regarde la moyenne depuis 5 ans, c'est 15 fois le BAIA. Si je regarde la moyenne sur 10 ans, c'est encore plus élevé. Pourquoi il y a une contraction? Bien, entre autres, hausse de taux d'intérêt. Par contre, si je regarde mes données en 2004, l'entreprise était très jeune, puisque les taux d'intérêt étaient à peu près au même niveau, c'était quand même plus élevé. Mais c'est aussi que tu as une gamme d'investisseurs qui avaient une vision permanente institutionnelle, de fonds de pension, qui ont été déçus par l'ancienne équipe de direction, puis ils ont quitté le bateau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était principalement une compagnie qui est détenue par le retail, monsieur, madame, tout le monde. Puis la valorisation, je pense, qui est relativement basse par rapport à ce que l'équipe de direction s'attend. Je ne m'attends pas à des 15 fois le BAIA, mais moi, dans ma cible, j'ai ramené ça à 8, juste pour être conservateur, juste pour être raisonnable. Donc, j'augmente le chiffre d'affaires de 4% par année, qui est légèrement au-dessus du PIB du pays. Pourtant, le secteur que j'ai mentionné, plusieurs d'entre eux vont croître à un rythme plus élevé. Je gère mes attentes au niveau des marges de profit. J'aurais peut-être même été plus bas, mais je mets aussi quand même certaines projections au niveau des multiples raisonnables. Ce qui fait que si je combine ces données-là sur 5 ans, bien, l'entreprise pourrait éventuellement valoir 3,5 milliards.
Je le sais que ça ne va pas se passer exactement comme ça. Il faut que je mette des chiffres, mais je ne tombe pas en amour avec mon chiffrier Excel. Puis là encore, pour cette présentation-là, je simplifie. Mais là, aujourd'hui, la compagnie vaut 1,9 milliard. Puis disons dans 5 ans que ces chiffres-là s'avéraient proches de la réalité, ben, l'entreprise vaut 3,5. Ben, passer d'1,9 à 3,5, c'est faire 12 par année de rendement. Puis en plus de ça, la compagnie donne un dividende de presque 7 par année. Fait que quand je conjugue une valorisation basse dans un secteur prometteur, je conjugue aussi le dividende, ben, je trouve que c'est une idée d'investissement qui mérite d'être considérée. Là encore, ce n'est pas une recommandation d'investissement parce qu'il y a beaucoup d'autres complexités derrière chaque individu qui nous écoute. Je ne vous connaissais pas tous, fait que je ne veux pas recommander, mais le processus que je viens de mentionner, chacun fait notre opinion, mais moi, personnellement, je suis plus confortable de faire ce travail-là d'analyse d'entreprise comme juste un investisseur privé que d'essayer de vous donner une cible sur le S&P 500 dans 12 mois, de deviner où l'inflation va être, d'imaginer ça va être quoi les relations géopolitiques entre les États-Unis et la Chine dans 5 ans, puis ça va être quoi l'impact. Puis aussi, c'est qu'on s'éloigne du bruit de la volatilité. Moi, si Chemtrade baisse, mais je regarde les résultats de l'entreprise, puis toujours sur la bonne trajectoire de livrer ce que je pense qu'elle va livrer, bien, si tu te baisses, je suis enthousiaste, je veux en acheter plus. Je vis mieux avec cette volatilité-là. Donc, l'idée ici, c'était un peu d'éduquer les clients qui nous écoutent, puis les autres auditeurs pour dire, ben, dans notre équipe, c'est quoi le processus qu'on fait, entre autres, pour analyser des compagnies? Ben, c'est celle-là. Ce qui fait qu'on est plus à l'aise. Fait que quand les gens voient le marché être volatile comme en septembre, puis ce mois-ci, puis qu'ils voient qu'on a le sang-froid, c'est pas parce que tout simplement on a confiance que le marché va tout simplement monter à long terme. C'est qu'en ce moment, on peut dénicher des entreprises intéressantes. Pour certains clients, on la place dans le portefeuille. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette chronique, puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.